Bonsoir à toutes et à tous. Le Sénégal endeuillé avec la disparition du khalife général de Pâle, Serigne Lamine Ngom, s'est éteint cet après-midi à Dakar des suites d'une longue maladie. L'horreur à Niakhar, un bébé d'un an enlevé puis tué dans une maison en construction à Fatick. Les détails avec notre correspondant sur place, c'est à suivre. Les résultats de l'autopsie d'Abdoulaye Camara révèlent un décès des suites d'un traumatisme crânien dû à un objet contondant. Le mis en cause reconnaît avoir frappé l'enfant, mais avec une cravache. Les familles des 3 pêcheurs disparus à la Médina observent le deuil sans confirmation de la mort de leurs proches. Les parents regrettent le non-respect des normes de sécurité de la part des pêcheurs. Et puis la ministre du Commerce nie toute hausse du prix du gaz butane. Aminata Assome Diatta parle plutôt d'une tendance bonne pour une baisse des prix des denrées. Vous l'entendrez dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. La Oumma islamique est en deuil avec la disparition du khalife de Pâle, Serigne Lamine Ngom, a été rappelé à Dieu aujourd'hui dans l'après-midi à Dakar des suites d'une longue maladie. La levée du corps aura lieu ce samedi à l'hôpital principal de Dakar, l'enterrement prévu le même jour à Pâle. Un petit garçon, un bébé tué à Niakhar suite à un enlèvement. Les faits se sont déroulés dans une maison en construction. Les détails avec Aminata Goudiaby. Ngor Senghor, le garçon d'un an, a été retrouvé poignardé. Selon Khady Ngom, sa mère, hier vers 12h, une jeune fille du nom de Miandiaye était venue chez elle pour lui proposer de garder l'enfant pour qu'elle puisse préparer le repas tranquillement. Khady Ngom ne parle que serrère. C'est sa grand-mère qui s'est chargée de traduire ses propos. Elle avait demandé qu'on lui ramène l'enfant. Même l'enfant avait refusé. Il ne voulait pas partir. C'est par la suite qu'elle est venue le récupérer à la maison en disant à Khady qu'elle va amener l'enfant en attendant qu'elle puisse terminer de faire la cuisine. Mia n'est plus revenue. Khady Ngom, la maman de Ngor Senghor, l'a cherchée dans les coins et recoins de la commune de Niakhar, mais en vain. Elle a cherché l'enfant presque partout, mais sans le retrouver, jusque tard dans la nuit. Elle avait peur de nous faire savoir qu'elle avait perdu de vue l'enfant. C'est après, on s'est lancés tous à sa recherche. C'est une fois à la gare qu'ils nous ont fait savoir qu'il y a une femme qui est partie avec un enfant pour Fatick. Et c'est en début de soirée d'hier que la gendarmerie est venue apprendre le décès de l'enfant. Il a été retrouvé dans une maison en construction dans la commune de Fatick. La gendarmerie est venue à la maison, mais nous, on ne savait même pas ce qui se passait. Elle avait juste fait l'annonce au père de famille. C'est après qu'on a su que l'enfant était décédé. La supposée meurtrière Miandiaye, âgée seulement d'une vingtaine d'années, habite à Dakar, mais elle avait l'habitude de venir dans le quartier Niakharmak de la commune de Niakhar pour de courts séjours. Elle est actuellement en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Fatick. Puis décès d'Abdoulaye Camara, les résultats de l'autopsie ont révélé que l'enfant de 13 ans est décédé des suites d'un traumatisme crânien dû à un objet contondant. La famille du maître coranique accusé et les responsables du Dara à Louga ont rencontré la presse pour apporter des précisions. Et il déclare que le mis en cause reconnaît avoir frappé l'enfant, mais avec une cravache. Wahab Sissé, porte-parole, que je vous propose d'écouter au micro de Tchernofal. Il a reconnu d'ailleurs, Abdelatif, il l'a avoué devant la police, devant nous, ses parents, devant tout le monde, qu'il lui a donné 3 coups de cravache sur son dos avec un morceau de corde. C'est un morceau de corde et un fil. Et au moment où je vous parle, ces 2 cravaches-là sont entre les mains de la police de Louga. Parce qu'ils sont venus ici pour les réquisitionner. Donc ici, il n'y a pas d'objet contendant. Donc, quand j'entends les gens dire qu'il y a hémorragie, etc., ce n'est pas ce que dit l'autopsie. C'est pour cela aujourd'hui il est nécessaire d'éclairer la lanterne à l'opinion nationale et internationale. Habiboulaye Camara, ici dans ce Dara, n'a pas été battu à mort. Je le répète, il se plaignait des maux de tête depuis le mercredi.
Samedi, il a fait cours toute la journée, il a joué au football, il est rentré chez lui, il est parti à l'hôpital la nuit, le dimanche soir, il est décédé. C'est ça la vérité. Nous allons à la Médina, rue 31, le Corniche, quartier où habitent Mohamed Pape et Souley. Mohamed Pape Souley, donc 2 des 3 pêcheurs disparus à Soumbédioune. Et c'est déjà la tristesse et la consternation. Leurs familles sont dans le deuil, même si pour le moment aucune confirmation de leur décès n'a été faite. En parlant des disparus fustigent le comportement parfois irresponsable des pêcheurs qui ne respectent pas les normes de sécurité. L'élément n'est pas en place certainement. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Autre aspect de l'actualité, le collectif Nyolank descend à nouveau dans la rue ce vendredi 28 février. Une manifestation pour la libération de Guy Marius Sagna et l'annulation de la hausse du prix de l'électricité. Le collectif se désole de l'attitude du chef de l'État Macky Sall qu'il qualifie à de la surdité. Ses membres ont fait face à la presse ce matin. Compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Abdoulaye Diallo. Ils s'indignent encore de la détention jugée arbitraire de leur camarade Guy Marius Sagna, pensionnaire de la chambre 8 de la prison du camp pénal. Voilà, Guy Marius Sagna a été arrêté depuis le 29 novembre en même temps que 8 autres personnes. Ils ont tous été libérés et pourtant il est toujours dans les liens de la détention. Donc voilà, c'était juste pour informer l'opinion nationale et internationale que nous n'allons pas en rester là. Et nous allons mettre un plan d'action. Le collectif Nyolank compte également manifester le 28 février prochain pour l'annulation du prix de l'électricité. Nous quitterons l'échangeur, comment on appelle, l'échangeur de la foire à partir de 15h, voilà, pour descendre vers le camp pénal et arriver au point de chute qui est le rond-point Liberté 6. Simplement la libération de Guy Marius Sagna et la baisse immédiate de la hausse de l'électricité, tout simplement. Les Sénégalais en ont marre, certainement, de nous voir à chaque fois, RTS, comme on appelle Place de l'Obélisque. Les Sénégalais en ont marre. Hein, voilà, certainement. Il faut qu'on change d'itinéraire et Guy Marius est au niveau du camp pénal, nous allons passer devant lui et qui nous sentent tout près de lui, tout simplement. Cette fois-ci, il change d'itinéraire. Échangeurs de la foire, rond-point de Liberté 6, une manière pour eux d'intensifier le combat. Nous allons à présent à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec le collectif des listes syndicales de la FASEC qui menace de perturber les cours si les élections ne sont pas annulées. Ces étudiants accusent le ministre de l'Enseignement supérieur et certaines personnes de l'administration d'être derrière ces irrégularités. Ils ont fait face à la presse ce matin. Les explications de Walid Diouf, étudiant en master 2 FASEC, interrogé par Alassane Ba et Mohamed Dian. On avait donné la latitude à des non-ayants droit, des étudiants qui étaient en attente de sélection, de voter, parce qu'on considérait qu'ils étaient en phase transitoire, c'est-à-dire de quitter la licence pour aller en master, alors que dans ceci, il faudrait impérativement une sélection pour qu'on puisse les considérer comme des étudiants. Ceci n'étant pas fait, donc ils ne devaient pas participer au processus électoral. Et bien avant même cela, on était là à la date du 28 janvier pour ne serait-ce que dénoncer encore une chose, des mains invisibles qui sont liées à nos élections. En l'occurrence, quand on parle de mains invisibles, je veux directement citer le ministre de l'Enseignement supérieur, le recteur qui était là pour ne serait-ce que faire l'éloge d'un des parties prenantes avec qui on était en compétition pour dire une partie de la coalition gagnante. Et hormis le recteur, il y a même des mains invisibles comme encore le maire national, à travers leur coordonnateur et ainsi de suite. Chose que nous avons jugé vraiment anormale. Les élections de la FASEC seront les élections de la FASEC. C'est les élections des étudiants. C'est les étudiants qui ont le droit et la légitimité d'élire qui leur chante, qui leur souhaite. Les résultats là, nous considérons que c'est des résultats fraudés, des résultats falsifiés. Donc le vote par conséquent, nous pouvons considérer que c'est un vote tripatouillé. Et en aucune façon, nous ne pouvons être d'accord sur cette situation et nous n'hésiterons en aucune façon à prendre nos responsabilités. Le cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale en grève les 25 et 26 février prochains. Et ces syndicalistes réclament entre autres le recasement des agents, le relèvement du système de rémunération et surtout l'augmentation des primes de risque. Ils ont fait face à la presse ce matin. Compte rendu signé Pape Faraning et Pape Sangonembaye.
Le secteur de la santé sera paralysé les 25 et 26 février. Même les unités de dialyse seront concernées. Les syndicalistes réclament l'augmentation des primes de risque, des subventions et le recrutement d'un personnel qualifié. L'absence de personnel qualifié. Et au même moment où beaucoup de cadres, médecins, infirmiers, sages-femmes, diplômés sont au chômage ou n'ont pas d'emploi, on préfère recruter des membres de leur propre famille et pour nous les amener dans les structures, augmentant du coup les charges. La deuxième, c'est le problème du reclassement de ces infirmiers, de ces sages-femmes et de ces techniciens supérieurs dans leur nouveau corps. Et qu'on fasse une bonne orientation budgétaire. Entre autres points inscrits dans leur plateforme revendicative, le relèvement du plateau médical, la révision du système de rémunération. La grogne sourde des populations face aux déficits de toutes sortes. J'ai parlé tantôt de médicaments, de consommables, d'équipements ou de personnel qualifié, de budget, d'infrastructures, relayés par des plaintes et complaintes sans fin des acteurs du système, démontre s'il en était encore besoin que l'État, par l'entremise du ministère, a grand intérêt à écouter et entendre les travailleurs que nous sommes. Le cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale peut aussi compter sur le soutien des grandes centrales syndicales pour gagner ce combat. Et c'est un secteur stratégique, un secteur hautement social également. C'est la raison pour laquelle la coalition souhaiterait quand même que les autorités prennent en charge à bras le corps les revendications qui vont être déclinées et la situation qui va être également décrite par les camarades du cadre. Nous réaffirmons notre volonté d'accompagner les autorités pour que des solutions soient trouvées au licenciement tout azimut, aux difficultés des entreprises, mais particulièrement aux difficultés du secteur de la santé. Le QJS réclame des négociations sérieuses. Il accuse l'État de vouloir disloquer l'unité syndicale en conviant à la table des négociations des retraités. Faraning, croisade contre le paludisme. L'objectif pour les acteurs est de réduire la morbidité d'ici 2020 et l'éradication de la maladie d'ici 2030. Un programme a été lancé à Thiès, à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène, pour mettre en œuvre des stratégies. Géranta Diop Seydatir. L'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès a réuni tous les acteurs dans cette lutte, les médecins-chefs de région, de districts sanitaires, ainsi que des organisations communautaires de base pour ensemble peaufiner des stratégies. C'est tout un paquet que nous avons voulu externaliser pour dérouler un peu dans les délais. Ce projet qui tient à cœur au chef de l'État et au ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, pour que l'objectif qu'on s'est fixé d'ici 2030, d'atteindre l'élimination définitive du paludisme, au moins dans la zone nord, et de réduire de 75% au moins la charge de morbidité d'ici la fin 2020. Parce que si on veut atteindre cet objectif d'élimination, il est important qu'il y ait une implication des collectivités territoriales. C'est dans ce sens qu'il a été proposé l'implication des collectivités territoriales afin qu'elles puissent jouer leur partition dans cette lutte. Notre rôle, c'est surtout un rôle communautaire, c'est-à-dire partir sur le terrain et essayer de travailler d'abord pour la mise en œuvre du processus. Il y a un suivi technique à faire, un suivi financier, l'accompagnement des OCB pour qu'ils soient capables de mettre en œuvre l'ensemble des paquets de services qu'ils auront assignés avec le district. Le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme a demandé aux populations d'être beaucoup plus offensives dans cette lutte pour qu'en 2030, le paludisme soit totalement éliminé. Géranta Diop, déguerpissement reporté aux alentours du rond-point Liberté 6. Le préfet de Dakar assure que d'ici lundi, les lieux vont changer de visage pour une circulation beaucoup plus fluide. Nos reporters Fatou Bintou Conté et Pape Sangonembaye l'ont rencontré. Ce vendredi que les marchands tabliers devaient libérer l'emprise du rond-point de Liberté 6. Pour une question de timing, selon le préfet de Dakar, l'opération a été reportée. Et puis vous assurer quand même qu'il n'y aura pas d'opération ce soir pour des raisons simplement pratiques. Parce qu'au-delà du déguerpissement, juste après il y a des opérations de sécurisation des emprises, des opérations de nettoiement, des opérations peut-être même d'aménagement sommaire.
On est en train de terminer, de finaliser donc cette planification et probablement ce sera peut-être samedi, dimanche ou au plus tard lundi. Le rond-point de Liberté 6 faisant partie des projets du BRT, bus transit rapide, les marchands impactés par les 10 projets ont été indemnisés. Il se trouve que dans le cadre de ce projet, des indemnisations en tout cas sont payées aux différentes personnes affectées par le projet. Parmi ces personnes figurent donc ces ambulants qui rigoureusement ne sont même pas en situation régulière pour occuper ces emprises. Les conciliations ont été déroulées et que la quasi-totalité de ces personnes ont reçu le montant de leur indemnisation. Et une sommation leur a été servie en même temps. Une fois payés, dans le cadre du projet BRT, ils avaient un délai de 10 jours pour quitter. Une sommation qui est donnée, qui est en même temps que le chèque. Si lundi, rassure le préfet de Dakar, la zone sera nettoyée et sécurisée pour une meilleure fluidité de la circulation. C'est dans les titres de cette édition Gaz Butane. Le gouvernement du Sénégal travaille à aider les entreprises de production en difficulté. Assurance de Aminata Assome Diatta qui nie toute hausse du prix. Face à la presse, la ministre du Commerce parle plutôt d'une bonne tendance pour une baisse des prix des denrées de première nécessité. Le renforcement du dispositif de régulation des prix ont vu. Compte rendu de cette conférence de presse signé Al-Hassan Ba et Mohamed Dian. Plusieurs précisions apportées aux questions des journalistes. Ces derniers jours, des rumeurs font état de la hausse du prix du gaz. Il n'en est rien, rassure Aminata Assome Diatta. La ministre parle même de bonnes tendances pour une baisse des prix. Cette situation nous inspire la nécessité de renforcer donc, le dispositif de régulation mis en place. Et le 24 février prochain, nous tiendrons une réunion pour ce qui est du secteur du riz. Et nous avons noté également que quand les produits importés ont un prix beaucoup plus élevé, nous écoulons beaucoup plus facilement nos produits locaux. Donc il y a quand même une réflexion à ce niveau, à savoir quel niveau de prix faut-il autoriser des produits importés pour également de l'autre côté permettre un écoulement aisé de notre production locale. Pour le gaz, il n'y a pas de hausse, donc pour le moment ce sont des rumeurs, mais il n'y a pas de hausse. Je pense que les entreprises sont confrontées à certaines difficultés et les autorités sont en train de prendre les dispositions. Aminata Assome Diatta a insisté sur un fait, la commercialisation des produits locaux sur l'ensemble du territoire national. Le focus est souvent mis sur les exportations. Aminata Assome Diatta veut une connectivité entre les différentes localités. Durant la rencontre, la question des grandes et moyennes surfaces est aussi abordée. Il y a un travail en cours qui va nous aider à mieux connecter donc, nos PME aux grandes surfaces, puisque quand même les grandes surfaces peuvent contribuer à l'amélioration des capacités des petites et moyennes entreprises. Les PME qui parviennent à pénétrer ces grandes surfaces vont renforcer leurs capacités et pourront également renforcer leurs capacités de productives, aussi bien au niveau national qu'international. Puisque pour les grandes surfaces, on ne peut avoir de contrat avec ces grandes surfaces que si nous avons une capacité productive assez importante, mais en termes de qualité et de quantité. Certains services du ministère cités dans le rapport de la Cour des comptes, Aminata Assome Diatta préfère ne pas entrer dans les détails ni diligenter un audit interne, juste préciser que son département veillera à l'application des recommandations formulées. Et puis le président de la Fédération des paysans du bassin arachidier dénonce le contournement de la mesure visant à suspendre les exportations de graines d'arachide. Ibrahim Mabadian regrette le manque de suivi pour l'application de cette décision. Je vous propose de l'écouter, il en parle au micro d'Ibrahim Adiamé. Ce que nous dénonçons, c'est le ministre de l'Agriculture avait sorti un arrêté qui demandait aux exportateurs d'arrêter l'achat des graines pour sécuriser les industries locales que sont la Sonacos, Copel et autres, et sécuriser aussi nos semences. Tel n'est pas le cas. Il y a des opérateurs étrangers qui ont arrêté depuis cette date-là, mais il y en a d'autres qui ne respectent pas l'arrêté et qui sont en train d'acheter les graines jusqu'à présent. Donc nous, en tant que producteurs, nous sommes concernés parce que nous devons sécuriser d'abord nos semences. Vous savez, nous, après avoir fait nos tournées,
on a constaté qu'à Kaon, à Kaffrine et pas mal de points, il y a des opérateurs qui sont en train d'acheter les graines. Ça, c'est une réalité. Donc, il faut respecter l'arrêté du ministre. Et ce que nous demandons aussi au ministre, c'est de ne pas parler seulement. Il faut qu'il y ait une suivi. Oui, c'est destiné à l'exportation parce que quand nous avons demandé à un acheteur, ce qu'il nous a dit, c'est que c'est le ministre qu'ils attendent. Dans les semaines à venir, il va sortir un arrêté qui va les permettre d'exporter ces graines. Et plus de 1000 personnes interpellées à Touba au cours de l'opération Karangé qui a pris fin hier. 9 kg de chanvre indien ont été saisis. Plus de 200 voitures, mises en fourrière. Les explications du commissaire Bassirou Sarr, interrogé par Mohamed Jodio, est à l'Assemblée. Le dernier trimestre de l'année 2020 a été marqué par des cas de cambriolage, d'actes d'agression et de violence et d'autres faits délictuels dans les communes de Touba et de Mbaké. Ces actes faisaient apparaître un sentiment d'insécurité, une psychose envers les populations des deux villes. C'est sous ce rapport que le directeur de la sécurité publique a procédé au lancement du plan d'opération dénommé Samoussounou Karangé 1 les 20 et 21 janvier 2020 au commissariat spécial de Touba et au commissariat urbain de Mbaké. Ce plan entre dans le cadre d'une meilleure prise en charge de la sécurité, mais aussi de mettre un terme aux différents cas de banditisme et de criminalité dans les localités citées ci-dessus. Ainsi, les résultats ont été enregistrés. 1039 personnes ont été interpellées, dont 741 personnes pour vérification d'identité. La quantité de drogue saisie, 9 kg 375. 52 cornets, 6 joints. Bétail retrouvé, parce qu'il y a eu des vols de bétail. 8 moutons ont été retrouvés. Les bandes démantelées. Une bande de 6 personnes qui s'activaient dans le vol de téléphones portables et d'écrans de plan ont été conduites au parquet pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction. Interpellation du nommé Maud Awa Balasek, qui serait le cerveau de la bande qui avait attaqué la station ex-Elton de Mbaké. Retour à la Médina, où les familles des pêcheurs disparus ont déjà commencé à observer le deuil, même si pour le moment aucune confirmation de leur décès. Les parents en ont profité pour dénoncer le manque de responsabilité de certains pêcheurs qui ne suivent pas à la lettre les normes de sécurité. Un reportage signé sur place, Fatimata Touré et Amadouba. La tristesse et la consternation sont au paroxysme à la rue 31, Angle Corniche, fief des pêcheurs disparus à Soumbédioune. Sur place, une ambiance de deuil règne déjà. Ibedjei et Mamadou Ndiaye, dit Ira, deux pères de famille qui ont perdu leur fils, affichent une mine de désespoir. C'est très dur de perdre son enfant, surtout qu'il est mon aîné, mais c'est la volonté divine. L'homonyme de mon fils m'a appelé pour m'informer de tristes nouvelles. Mais quand on m'a dit que la pirogue a été retrouvée sans les enfants, j'ai compris que c'était fini. J'ai perdu à jamais mon fils. Un bon musulman respecte la volonté divine. Je m'en remets au bon Dieu, même si c'est très difficile. Que Dieu nous donne la force de surmonter cette terrible épreuve. Même sentiment chez cette dame, tante d'un des disparus. Quand j'ai appris la nouvelle, je n'ai ressenti que de la tristesse. Ce qui m'écoeure, c'est qu'ils sont morts très jeunes. En tout cas, c'est très dur. Mamadou Ndiaye Ira déplore le non-respect des consignes de sécurité par bon nombre de pêcheurs. En partance pour la mer, mon fils n'avait pas son gilet de sauvetage. Mon petit-fils non plus. Ce comportement doit être banni. Il faudrait que ces derniers respectent les consignes de sécurité. Pour cela, je demande à l'État de prendre des mesures idoines. Je propose même que l'on mette au bord des lieux d'embarcation des agents qui vont contrôler. 3 jours que ces pêcheurs ont disparu. Aujourd'hui, les chances de les retrouver vivants s'amenuisent au fil des jours pour leur famille. Ces dernières comptent organiser leur funérailles samedi en attendant de retrouver leur corps, probablement sans vie.
Et puis Youssou N'Dour, élevé au rang de l'ordre national du mérite au Mali par le président Ibeka. Le ministre conseiller s'est dit honoré par cette démarche du président malien. Je vous propose de l'écouter. Monsieur Youssou N'Dour, artiste, musicien, ancien ministre, surtout fils d'Afrique, du Sénégal et du Mali. Au nom de la République du Mali, nous vous faisons commandeur de l'ordre national du Mali avec bonheur, mérite avéré. C'est Youssou. Du Mali, celui qui incarne le chef de la culture, celui qui incarne aujourd'hui cette image qui veut dire que le Mali est toujours debout. Il vient de m'honorer en présence de mes collègues. Je tiens à le remercier personnellement, son Excellence le Président Ibrahima Boubacar Keïta, qui est un grand frère. Et je lui ai dit, il peut compter sur nous. Parce que aussi la démarche n'est pas que stratégique. Elle est stratégique et dans la stratégie, il y a la culture. Jërëjëf Mali, jërëjëf Ibeka, jërëjëf, jërëjëf. lépp ngi ci dogal de lu fi mën a jànkonte taxawal bay si sa waar àdduna lépp ngi ci dogal de lu fi mën a jànkonte taxawal bay si sa waar dema ni tey nii lu ci mën a xewit ëllëg noonu la tumaani gabaate yaa ngi bay sa waar di ko teg ci yoon wi ak say fantaisie tumaani. Voilà, Toumani Diabaté Youssou N'Dour qui annonce un album en 2020. Le teaser du single donc vient d'être lancé. C'était au palais de Kourouba devant le président Ibeka. Célébration ce 21 janvier de la Journée internationale des langues maternelles dans le nord du pays. Des syndicalistes et facilitateurs plaident pour l'intégration des langues maternelles dans les écoles pour une meilleure prise en charge. À l'IEF de Saint-Louis, le programme Lecture pour tous consacre un volet aux langues maternelles dans les établissements publics. Nous voyons tout cela avec notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop. La journée internationale des langues maternelles est célébrée ce 21 février. À Saint-Louis, les formateurs réclament la prise en charge intégrale des langues nationales dans le système éducatif. Donc, les langues maternelles vraiment constituent un atout pour l'État et pour les enfants qui sont au niveau de l'école primaire. Puisque vous venez tout juste fraîchement d'une famille qui ne parlait que la langue maternelle. Mais si on étudie les langues nationales au niveau de l'école primaire, ça va faciliter l'apprentissage de l'enfant et aussi il pourra petit à petit maîtriser les autres langues. Pour Moussa Tal, coordonnateur du cadre de concertation des enseignants en langue nationale dans la région de Saint-Louis, plus de 1300 enseignants des langues nationales formés chôment actuellement et pourtant le déploiement dans les écoles pourrait apporter un déclic. Voilà, c'est 1000 enseignants de PAL à Mbolo-Birane qui ont été formés, l'inspection d'académie connaissent exactement, qui ont fait leur preuve dans les projets d'alphabétisation, doivent être utilisés comme on utilise un maître d'arabe. Si l'enseignant est un Pulaar ou un Séeréer ou un Wolof, il a 1 heure de temps, il fait ses 2 heures ou 1 heure de temps et il parle, l'enseignant français vient continuer ce truc. Donc je crois que cela pourra vraiment aider l'État en même temps et aider aussi ces enfants qui sont vraiment novices à la langue française. Dans le système éducatif sénégalais, le ministère de l'Éducation a introduit un nouveau programme impliquant les langues nationales à l'inspection de l'éducation et de la formation de Saint-Louis commune. Ce programme intitulé Lecture pour tous, destiné aux élèves des classes de CI, CP et C2 est mis en œuvre. L'introduction des langues nationales à ce niveau porte essentiellement sur la lecture bilingue, initiale bilingue. Ça concerne vraiment les premières années de la scolarisation des élèves
Il s'agit simplement d'introduire les langues nationales. Pour Saint-Louis, c'est le Wolof, à Saint-Louis, commune. Dans les autres IEF de Dagana, de Podor et de Pété, il y a effectivement l'introduction du Pulaar et du Wolof. Les langues nationales peuvent aujourd'hui jouer un rôle essentiel dans le système éducatif sénégalais. Les formateurs plaident pour qu'elles soient davantage considérées pour améliorer le niveau des élèves dans les écoles primaires. Merci à vous, c'est une job. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Je vous laisse avec Aram Touré.